Donc nous allons commencer tout d'abord avec Nicolas Xellet, artiste issu du graffiti, qui documente la scène des arts urbains depuis près de 30 ans. Il est à la fois photographe, journaliste et auteur. Il est membre du conseil d'administration de la Fédération de l'art urbain et fondateur, il nous en parlera, d'Arcane, le Centre national des archives numériques de l'art urbain. Et je crois que c'est la première fois que dans nos activités scientifiques, que dans nos colloques, nous invitons un artiste. Donc je vous laisse la parole pour 20 minutes. Merci beaucoup. Alors, du coup, il s'agit de vous parler d'art urbain, ce qui pose souvent un problème dès le départ concernant la définition de l'art urbain et ce qu'on entend par art urbain. D'ailleurs, la confusion est déjà dans le programme puisqu'on parle d'une après-midi street art et qu'on va relativement assez peu parler de street art et un peu plus de graffiti. Donc voilà, pour schématiser, je vous ai proposé un petit schéma qui vous montre un peu les grandes familles de ce qu'on entend par art urbain. Donc c'est très schématisé. Donc le graffiti writing, le street art, le post-graffiti et le néo-muralisme. L'art urbain, on ne sait même pas si on peut parler de mouvement, mais en tout cas, ça réunit des pratiques assez variées, parfois considérées comme artistiques, mais d'autres fois plus liées à l'activisme ou au vandalisme. C'est un mouvement sans manifeste, ni ouvrage de référence, qui s'est construit par mimétisme et transmission orale. C'est certainement cet état de fait qui a favorisé un peu son caractère pluriel, on va dire, tout en compliquant sa définition qui est toujours sujette à débat puisque l'art urbain ne cesse d'évoluer, de se renouveler et du coup ça nous demande d'être assez attentif à la sémantique et de toujours considérer qu'aucune définition n'est définitive. Donc, je vais principalement vous parler de graffiti writing puisque on est là pour parler de peinture murale. Alors, vous me pardonnerez si de temps en temps j'utilise le terme fresque. J'ai bien compris que dans votre univers, la fresque était une technique, mais c'est vrai que chez nous, on définit une peinture murale par une fresque. Donc, voilà, on a aussi des sémantiques qui peuvent prêter à confusion. Donc, voilà, le graffiti writing, c'est le mouvement qui a vraiment généré le plus de peinture murale. Le street art s'y est mis un peu plus tard, mais il a longtemps été pratiqué par des interventions diverses et variées comme la mosaïque, le pochoir ou le collage. En revanche, le graffiti writing a produit énormément de peinture murale. Donc, pour revenir aux origines du graffiti writing, c'est un mouvement qui naît à la fin des années 60 aux États-Unis, principalement à Philadelphie et à New York. Il s'agit de l'écriture d'un pseudonyme à la bombe ou au marqueur, dont le but est de s'inscrire dans le plus d'endroits les plus visibles possibles afin d'être connu d'une part de sa communauté et d'autre part du plus grand nombre possible. C'est à la fois une compétition sur le contexte, mais aussi la notion stylistique vient très tôt enrichir cette compétition et il s'agit de se démarquer par les qualités esthétiques de sa signature. Ça évolue assez rapidement au début des années 70 où un certain nombre de surfaces sont assez saturées de signatures et pour se démarquer, il s'agit d'écrire son nom de plus en plus gros et on passe de la signature au dessin. Ce qu'on appelle le style writing et qu'on voit sur les photos d'en bas. Il s'agit alors de dessiner son nom et ne plus simplement le signer. Et donc, progressivement, au cours des années 70 et 80, va se développer une certaine esthétique propre au graffiti writing, donc avec des influences qui viennent principalement de la culture populaire, de la bande dessinée, de la publicité, des choses comme ça, mais qui fonctionnent un peu en circuit fermé et qui permet l'émergence d'écoles très définies et du coup en l'espace de 2 décennies, les années 70 et les années 80, on a comme ça différents courants esthétiques très propres au graffiti writing
qui se succèdent. Il y a un certain classicisme, il y a des avant-gardes. Tout ça est très codifié et cohabitent ensemble encore des écritures écrites et des écritures dessinées. Dont les échelles de valeur sont assez égales. On ne juge pas qu'une écriture, qu'une signature écrite vaut moins qu'une écriture dessinée et peinte. Il s'agit plus de qualité esthétique vraiment propre à chaque discipline. Et donc c'est sous cette forme en fait que le graffiti writing va arriver en Europe au milieu des années 80, à la faveur de certains événements, notamment des événements musicaux, puisque le graffiti writing était assez lié à cette époque au hip-hop. Et donc, certains Européens, et notamment des Français, vont découvrir ce mouvement sur des pochettes de disques, à travers de reportages sur cette culture hip-hop. Et c'est à la fin des années 80 qu'on voit les premiers graffiti writing apparaître à Toulouse. Donc on voit ici certaines photographies en haut vraiment des premières peintures murales qui sont vraiment inspirées de l'esthétique new-yorkaise. C'est des peintures murales qu'on trouve sur les abords des voies ferrées et dans les terrains vagues. Les terrains vagues sont vraiment un territoire privilégié du graffiti, dans le sens où se déploie dans la ville, dans la rue, un graffiti basé sur la signature, quelque chose qui demande assez peu de temps d'exécution. En revanche, le terrain vague, parce qu'il est la plupart du temps cerné de palissades, permet de s'y déployer de manière plus confortable. On a moins de chances de s'y faire arrêter, et si l'on s'y fait arrêter, on a moins de chances d'être poursuivi dans la mesure où il s'agit de terrain en friche et il ne s'agit pas de matériel de la SNCF ou de propriété privée. Donc ces fresques, elles sont très inspirées du style new-yorkais, comme je le disais, et elles sont réalisées avec des outils très rudimentaires. C'est des bombes aérosols qui ne sont pas conçues pour les arts décoratifs. Ce sont des bombes de bricolage. Les couleurs sont généralement métallisées. Elles ne couvrent pas bien les murs. Donc voilà, il y a toute une esthétique qui est propre à la fin des années 80 et au début des années 90, qu'on retrouve notamment due à la technique et à ce détournement d'outils qui n'est pas fait pour. Et puis, au fur et à mesure des années, de nouvelles générations vont arriver. Elles vont bénéficier de cette petite histoire qui s'est construite avec les générations précédentes. Et surtout, à partir du milieu des années 90, vont apparaître des bombes de peinture aérosol spécifiquement créées pour l'usage du graffiti. Et donc, elles apportent un couvreur plus couvrant. Et on peut le voir d'ailleurs sur ces images, les fresques ont beaucoup plus d'éclat. D'autant plus que ces artistes ont pris l'habitude de passer une sous-couche sur les murs avant d'y peindre à la bombe, quelque chose qui se faisait assez peu auparavant. Et voilà, donc le mur n'absorbe plus la peinture, les couleurs ont beaucoup plus d'éclat, et ces bombes de peinture leur permettent de produire des fresques avec une gamme de couleurs bien plus étendue que les magasins de bricolage ne pouvaient leur proposer. Et du coup, ils vont pouvoir développer beaucoup plus de technicité. Donc, voilà, le graffiti à Toulouse avait commencé dans des terrains vagues, dans le quartier d'Arnaud Bernard. Il y avait une ancienne manufacture de tabac, et puis j'avais noté le boulevard de Suisse. Voilà, c'était un peu les lieux du graffiti. Et puis progressivement, les artistes vont trouver des nouveaux territoires à explorer. Et notamment le collectif True School, qui est assez important sur la scène toulousaine, puisqu'ils vont vraiment développer une peinture collective très inspirée de la culture pop et de la bande dessinée. Et ils vont se structurer de manière à pouvoir proposer des fresques de plus en plus ambitieuses. Au fur et à mesure que les nouvelles générations apparaissent, les fresques
se distinguent de celles de leurs aînés parce qu'elles sont de plus en plus ambitieuses. On note ici une spécificité vraiment propre à la peinture du graffiti writing, c'est le format horizontal. C'est une succession de lettrages, parfois entrecoupés de personnages, qui sont généralement réalisés à hauteur de bras. Et donc on a un nombre incalculable de fresques qui sont produites durant la deuxième moitié des années 90, notamment le long du canal du Midi ou aux abords d'AZF après l'accident qui a généré pas mal de territoires comme ça propices à l'émergence du graffiti. Et donc la notion de recouvrement, elle est vraiment très importante dans le graffiti dans le sens où il existe quelques lieux où les graffeurs viennent peindre et les fresques sont systématiquement recouvertes les unes sur les autres. C'est vraiment quelque chose qui est complètement intégré par les graffeurs, même si ça peut générer quelques conflits. Voilà, il y a des règles tacites qui sont plus ou moins respectées, mais en tout cas, quasiment chaque week-end, une nouvelle couche vient recouvrir la précédente. Et puis, au fur et à mesure que les graffeurs s'organisent, ils commencent à vraiment de plus en plus accentuer le côté collectif de la peinture, se concerter en amont, se mettre d'accord sur des jeux de couleurs, sur des thématiques, et ils vont commencer à vouloir investir des surfaces de plus en plus grandes. Là où pendant longtemps on peignait à hauteur de bras, on commence à utiliser des escabeaux, des choses comme ça. Et je vous montre comme exemple cette fresque qui a été réalisée en banlieue parisienne par un collectif parisien qui s'appelle les MAC, qui se sont associés aux Toulousains. Et ensemble, ils ont produit dans un terrain vague une fresque assez gigantesque, assez ambitieuse au niveau de la technique. Voilà. C'est complètement illégal, c'est complètement spontané entre guillemets, dans le sens où il n'y a pas de structure qui vient encadrer tout ça. Ils n'ont pas vraiment de moyens, ils ont tout fait ça avec les moyens du bord. Il n'y avait pas d'échafaudage, ils empilaient des tables trouvées dans le terrain vague sur lesquelles ils mettaient une échelle, c'était assez dangereux. Mais cette fresque est assez marquante dans cette espèce d'évolution, à la fois en ce qui concerne le format, mais aussi la technique, où d'ailleurs on constate que le lettrage commence à perdre un peu de sa prédominance. Il est encore présent, mais ils ont apporté à leur lettrage tellement d'effets de lumière, de matière et des choses mécaniques. Les lettres sont quasiment mêlées au décor, et en revanche, tout l'aspect figuratif, et notamment ce qui concerne les personnages, est de plus en plus présent. Donc voilà, il y a comme ça une sorte d'étape avec ce mur qui est passé. C'était pour le nouveau millénaire à la fin de l'année 1999. Et puis, avec l'explosion du street art et notamment d'événements liés au street art et du marché de l'art qui commence aussi à s'intéresser à ce que produisent les artistes urbains en atelier, on voit de plus en plus de structures qui se montent et qui organisent des festivals. Donc ça offre aux artistes beaucoup plus de moyens, avec du sponsoring et des partenariats qui sont faits avec des entreprises. Donc voilà, on change un peu de manière de faire. La nacelle a remplacé l'escabeau, le pistolet à peinture a remplacé la bombe de peinture. Voilà, il y a aussi un format qui change, c'est que dans cette course au gigantisme, on commence à peindre de plus en plus de façades et donc de passer d'un format horizontal à un format vertical, ce qui implique aussi des changements d'esthétique. Le figuratif prend beaucoup plus d'importance. L'abstraction aussi, en revanche, le lettrage passe de plus en plus au second plan. Tout ça, c'est des fresques qui ont été réalisées à Toulouse, notamment durant le festival Rose Béton il y a quelques années. Ici, c'est un graffeur qui s'appelle Réseau et qui part de son lettrage pour en faire une composition abstraite et qui avait travaillé au rétroprojecteur pour pouvoir esquisser sa fresque, sa peinture murale, et pour gagner du temps. L'artiste qu'on voyait avant avait réalisé une mise au carreau, et puis lui, qui est assez unique en son genre, n'a aucun point de repère, et a réalisé cette fresque sans repère, complètement à main levée. Donc
Ça permet aussi une professionnalisation de ces artistes qui, pendant longtemps, travaillaient de manière souvent illégale, mais en tout cas assez libre et dans des terrains vagues ou dans des lieux qui n'étaient pas vraiment appropriés. Là, désormais, au-delà d'un potentiel travail d'atelier qui pourrait générer une certaine économie, la réalisation de ce genre de fresques leur permet de se professionnaliser. Et finalement, c'est un peu ce format-là qui devient prédominant dans les festivals d'art urbain, dans les différentes villes, parce que on le comprend, il y a une forme de marketing territorial où il y a ce qu'on appelle des street art tours qui vont se développer. C'est un vecteur d'un certain type de tourisme. Et puis ça revalorise certains quartiers, l'architecture de certains bâtiments. Mais d'un autre côté, il y a pas mal d'artistes qui déplorent aussi cette évolution, entre guillemets, dans le sens où on a perdu au passage pas mal de valeurs qu'ils défendaient au départ. C'est-à-dire d'abord pratiquer une peinture qui est accessible à tous et que de la même manière qu'ils s'y sont mis par mimétisme, on comprend bien qu'un adolescent qui voit ce genre de fresque, ça lui paraît au premier abord assez inabordable. Et puis tout ce côté qui est de l'ordre de la débrouille, en fait, de détourner des outils. Ici on rentre dans quelque chose qui est vraiment très encadré. Et puis je voulais juste terminer par le fait que je vous ai montré des images des premières fresques à Toulouse. La notion de l'archive est assez importante dans ce milieu, puisqu'on a vraiment on déplore un déficit de recherche sérieux, et notamment sur l'écriture de l'histoire de ce mouvement, dans le sens où la plupart des archives sont détenues par les artistes eux-mêmes. Dans les années 80 et 90, il y avait assez peu de gens qui s'intéressaient à ce mouvement, hormis les pratiquants, et du coup c'était bien souvent les pratiquants qui documentaient eux-mêmes leurs pratiques. Du coup, c'est eux qui détiennent les archives, qui ne sont pas forcément très bien conservées. Et en revanche, bien entendu, depuis les festivals d'art urbain qu'on voit se développer, et notamment avec l'apparition de la photographie numérique, les fresques sont bien mieux documentées qu'elles ne l'étaient auparavant. Mais c'est la raison pour laquelle, justement, avec la Fédération de l'art urbain, on a développé un centre d'archives qui nous permet à la fois de sauvegarder des archives qui sont potentiellement fragiles, mais aussi d'en faire un outil à disposition de la recherche. On apporte un très grand soin à la description archivistique de nos archives, et de manière à apporter vraiment un maximum d'informations, qu'il s'agisse à la fois de la technique, du contexte, mais aussi de ce qui concerne vraiment le style de ces peintures, pour accompagner les chercheurs qui, quand ils nous contactent, déplorent généralement les difficultés d'accéder à certaines sources, puisque ce mouvement est resté quand même assez secret, notamment en ce qui concerne ses premières années, et qu'il est assez compliqué pour des gens extérieurs à ce mouvement d'arriver à mettre la main sur un certain nombre d'archives qui sont très riches en informations, si on veut étudier ce mouvement. Voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas dépasser sur mon temps, et je vous remercie.